Ben voilà, merci d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais vous présenter quelque chose que j'ai déjà présenté lors des 6 heures. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi j'avais choisi ce thème-là et ce qui m'avait interpellée. Tout d'abord, je voulais revenir un petit peu en arrière. Là, on va vraiment revenir l'année passée. Vous souvenez certainement, le 1er mai 2020, on était à la veille de la reprise partielle des cours et Pierre-Yves Jehollet, qui est ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est interviewé par un journaliste qui s'appelle Quentin Joris à l'Écho. Et lors de cette interview, il va déplorer en fait le retard pris par la Fédération Wallonie-Bruxelles en termes de numérique et il va déclarer ceci: je pense qu'on peut se saisir de cette crise et en faire une véritable opportunité pour développer l'école numérique. Et effectivement, des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas. Et le 17 septembre, j'essaye de passer à la suivante, le 17 septembre 2020, dans le cadre de la stratégie numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, messieurs Jehollet et Dardenne que vous voyez là, vont faire adopter par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles une note qui concerne l'achat d'un ordinateur par chaque élève, ce qu'on va appeler du one-one. Pour moi, là, ça m'a beaucoup interpellée et pour moi, je me suis dit, ben voilà, la stratégie du choc est bien mise en œuvre, ça fonctionne bien. On profite d'une crise, la crise sanitaire, pour justifier l'adoption de mesures qui n'auraient certainement pas manqué de faire apparaître des oppositions en temps normal. En fait, effectivement, qui oserait s'opposer à cet équipement numérique, justement après une période de confinement et d'enseignement hybride, où on a bien vu là qu'on avait vraiment besoin du numérique à ce moment-là. Mais comme je vous disais, ça m'a interpellée et je me suis posé aussi certainement une question, c'est que est-ce que cette généralisation du numérique dans l'école est vraiment souhaitable? Et donc, je voudrais bien quelque chose, dans tous les cas, que j'ai appris, moi, à l'APED, c'est que l'école, elle ne peut pas, les politiques éducatives de l'école ne peuvent pas être étudiées et envisagées sans remettre l'école dans un contexte socio-économique. Et donc, l'utilisation de ce numérique, justement, il fait partie d'une évolution qui est beaucoup plus vaste, l'évolution de nos systèmes éducatifs dans notre monde qu'on appelle globalisé. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on va assister à des processus de privatisation de l'enseignement, à une compétitivité accrue sur un quasi-marché scolaire, un glissement des savoirs vers les compétences, un recentrage sur des compétences de base, une omniprésence de l'évaluation, que ce soit celle des élèves avec les épreuves, par exemple, externes ou internes, certificatives ou non, l'évaluation des enseignants, c'est là qu'on est vraiment dans l'actualité, puisqu'on attend ou on n'attend pas ce prochain décret sur l'évaluation des enseignants dans le cadre des plans de pilotage, mais aussi des évaluations, toujours dans le plan de pilotage des écoles et des systèmes éducatifs aussi, puisque avec PISA, par exemple, on a vraiment le système éducatif qui est évalué. En plus, on a une individualisation vraiment du rapport entre l'apprenant et l'élève et une croissance des inégalités. Et mon but aujourd'hui est j'ai conçu ça en 2 parties. D'abord, dans une première partie, de justement situer l'avènement du numérique dans tout ce contexte-là et dans le contexte de la marchandisation de l'école et de comprendre les raisons de cet avènement du numérique. Et dans une deuxième partie, je voudrais bien analyser l'usage qui en est fait à l'école de ce numérique et analyser les bienfaits ou non des technologies dans l'enseignement. Alors déjà, attention, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas du tout technophobe. Je suis prof de français, enseignante dans le qualifiant depuis plus de 20 ans. J'utilise la technologie dans le cadre de mon travail. J'ai une longue lutte, mais maintenant j'ai un ordinateur fixe qui est connecté à Internet. On n'a pas le Wi-Fi à l'école. J'ai un projecteur et je peux effectivement enrichir mes cours. Je me sers de cette technologie. Mais je suis effrayée un peu par la rhétorique qui est utilisée pour imposer justement le numérique à l'école. Et en bonne apédienne, en fait, j'ai voulu m'informer, comprendre les choses pour pouvoir les critiquer positivement ou négativement. Alors, tout d'abord, pour situer un peu l'avènement du numérique dans ce contexte structurel, je voudrais bien revenir un tout petit peu en arrière. Je vais le faire vite, mais effectivement, je reviens ici à l'ère des 30 Glorieuses. Donc, c'est cette période juste après la Deuxième Guerre mondiale
qui va donc sur ces 30 ans, juste au début des années 70. Et là, ben voilà, on a une pleine période de reconstruction après la guerre. Le marché est très prospère, il y a beaucoup de demandes, et donc on va développer des outils de production et on va avoir un essor économique important, et on va croire que cet essor économique va durer tout le temps. Et donc là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais par exemple, les dépenses d'éducation, les dépenses publiques d'éducation vont être bonnes. Mais à un moment donné arrive ce qu'on va appeler l'ère des crises, mais qui a commencé par la crise pétrolière du début des années 70. Mais pourquoi on parle d'ère de crise? Parce qu'elles vont se succéder, ces crises, parce qu'on va avoir des crises financières, des crises, la récession mondiale, et pour arriver maintenant à cette crise sanitaire. Et donc, au début des années 70, on va avoir vraiment un recul des ventes, et donc en fait, une capacité productive excédentaire puisqu'on a produit, il fallait ces moyens de production. Or, les capitalistes, ce qu'ils veulent faire, c'est toujours faire fructifier leur capital. Et donc, ils vont se retrouver ici dans un marché qui est très petit. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir un marché en tension et la concurrence entre entreprises va être exacerbée. Or, pour capter une part de marché, les entreprises doivent se montrer plus compétitives que les autres pour essayer d'avoir un peu de cette part de ce petit marché. Et donc, elles doivent faire preuve de créativité. Et donc, pour faire preuve de créativité, elles vont essayer d'innover. Et comment est-ce qu'elles vont innover? En partie en ayant recours à la technologie. Alors, comme je viens de le dire, l'innovation va permettre de se démarquer des concurrents, mais sans demande, le marché ne peut pas décoller. Et pour s'assurer qu'il y ait une demande, on peut stimuler ce marché. Et justement, l'école va permettre ça. Et donc, le premier aspect de cette marchandisation de l'école, c'est voir en fait l'école comme vecteur de croissance de marché. En fait, la Commission européenne, qui va être poussée par quelques lobbies, va mettre tout en œuvre pour stimuler le marché du numérique via les écoles. Et par exemple, en 1997, afin de stimuler justement la pénétration des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication à l'école, la Commission va lancer une fondation européenne pour l'introduction du multimédia à l'école. Alors, cette fondation, elle a été créée à l'initiative d'Edith Cresson, qui est à l'époque commissaire européenne en charge, entre autres, de l'éducation. Et cette fondation va mobiliser 13 entreprises, vous en voyez là les plus célèbres, et on va demander en fait à cette fondation et à ces entreprises d'apporter des réponses concrètes aux besoins ou supposés besoins dans le secteur éducatif. Donc là, on est vraiment en 97, il faut équiper les écoles, il faut connecter les écoles, il faut assurer la maintenance technique des équipements, il faut former les enseignants, il faut développer les contenus multimédia. Et donc, cette fondation, elle va recevoir en fait le soutien des ministres de l'éducation de l'Union européenne, donc des différents États, et ça va favoriser ainsi en fait la création de nouveaux partenariats publics-privés. Cependant, malgré de nombreuses communications et incitations de la part de la Commission européenne, on va voir qu'en 2013, dans une communication qui s'appelle Ouvrir l'éducation, la Commission déplore que l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation n'a pas encore été pleinement exploitée. Et on va pouvoir lire, donc là vous reconnaissez Edith Cresson, voici ce qu'on peut voir dans un mémo qui est lié à Ouvrir l'éducation, donc là en 2013. Elle dit ceci: le recours plus systématique aux technologies dans l'éducation ouvre une nouvelle palette de débouchés pour l'industrie et la coordination à l'échelle européenne permettra d'accélérer la croissance de ces marchés. Effectivement, le marché de l'éducation est très intéressant parce que c'est un marché qui est tout le temps en expansion. Hein. On a plutôt tendance à ouvrir des écoles que de les fermer. Il y a toujours des élèves. C'est un marché récurrent, évidemment, puisqu'une fois qu'une école est équipée, il faut renouveler cet équipement, il faut l'entretenir. Et donc, les renouvellements sont immenses, les perspectives sont immenses. Et c'est aussi un moyen de garantir l'acquisition et l'utilisation de cet outil informatique. Parce que si un élève l'utilise à l'école, il y a de fortes probabilités qu'il s'équipe de la même manière, qu'il demande à ses parents d'avoir le même équipement, mais ça permet aussi peut-être de fidéliser quelqu'un qui, quand il sera adulte, va aussi utiliser cette technologie. Alors, dans ce marché, par exemple, on peut penser évidemment à un marché qui était très florissant, c'est le marché du tableau du TBI, là, le tableau blanc interactif. Alors, lui, c'est vrai qu'il connaît un peu une petite flexion. En fait, il y a
comment il s'appelle, voilà, c'est Pro-Interactive, qui est le revendeur des produits Prométhéane. C'est le marché leader pour les TBI. En 2015, fait une petite étude et ils ont remarqué qu'en fait, le marché mondial en 2015 pour les TBI, c'est 1257 milliards de dollars. Mais on prévoit des baisses entre 2016 et 2026, baisse des ventes de plus ou moins 17%. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas très grave. L'entreprise, elle va essayer, pour croître encore, elle va essayer d'innover. Et donc maintenant, on a de nouveaux produits qui arrivent. Le TBI est vu un peu comme un peu obsolète, mais on voit arriver, par exemple, des télévisions interactives. Et donc ça, on voit, c'est vraiment le premier aspect de cette marchandisation, donc l'école comme vecteur de croissance du marché. Deuxième aspect, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les capitalistes, ils veulent faire fructifier leur capital et donc ils vont être en recherche de secteurs d'investissement. Et on l'a déjà dit un peu, mais le secteur public de l'enseignement est une opportunité énorme d'investissement quand on sait qu'il y a près de 2 milliards d'élèves et d'étudiants, 50 millions d'enseignants et que plus ou moins les dépenses mondiales d'éducation s'élèvent à plus ou moins 2 000 milliards de dollars. Alors, c'est vrai que traditionnellement, l'éducation a été perçue plus comme un bien public qui devait être fourni par l'État. Mais on l'a vu, on est dans une ère de crise et donc on est en période d'austérité. Et du coup, les dépenses publiques en termes d'éducation sont freinées. Et alors, on voit, enfin, pas moi, mais on voit dans tous les cas, les apports privés sont vus d'un meilleur œil. Et ben, du coup, c'est l'occasion pour les capitaux privés de jouer un rôle actif dans le secteur éducatif. Le marché est évidemment très prometteur. Et en plus, il était dopé par la crise sanitaire, puisque près de 200 pays ont annoncé des fermetures d'écoles ou d'universités, et donc plus ou moins 1,6 milliard d'étudiants ont été touchés. Et donc, comme dit un fonds d'investissement MyInvest, il dit que le monde éducatif, dans l'urgence, a adopté ces nouvelles méthodes d'enseignement, et ça a créé au passage d'importants moteurs de croissance dans le secteur. Le marché est aussi très prometteur, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de technologies. On parle maintenant de métaverse et autres. Alors, pour se rendre compte un peu des perspectives aussi et de l'opportunité de cette pandémie, c'est EduCapital. EduCapital, c'est en fait un fonds d'investissement européen qui est entièrement dédié à l'EdTech, donc c'est-à-dire les technologies de l'éducation. Et ils ont estimé un peu justement les perspectives de marché. Avant la pandémie, à l'horizon de 2025, on estimait qu'on avait un marché qui pouvait valoir plus ou moins 325 milliards de dollars. Après la pandémie, on arrive à plus de 500 milliards de dollars. Et donc, évidemment, de nombreux acteurs privés vont se lancer à l'assaut des écoles, que ce soit des entreprises, des startups ou même des ASBL soutenus par des investisseurs privés, des fondations, actionnaires et autres. Alors, quand je parle d'entreprises, évidemment, on pense aux deux grandes qui sont Apple, qui invite carrément les classes dans ses Apple Store. Donc, vous pouvez venir avec vos élèves et découvrir toutes les merveilles et tous les instruments numériques d'Apple. Mais c'est aussi à droite, comme vous le voyez, Microsoft qui a créé des classes interactives. Et là aussi, les enseignants viennent avec leurs élèves et on a des espèces de classes puzzle comme ça avec des petits coins aménagés différemment. Il y a d'un côté des enfants qui vont pouvoir coder un petit robot, d'autres qui vont s'amuser sur un grand écran interactif et leur montrer évidemment tout le potentiel de toutes ces belles applications. Mais sur le terrain, il y a une ASBL qui est en train vraiment d'occuper une place très importante dans nos écoles, c'est EducIT. Et cette ASBL a été fondée en 2019. Et en fait, cette ASBL, elle a répondu à un appel d'offres qui avait été lancé par la stratégie numérique dont je parlais au tout début, la stratégie numérique de Geolet. Alors, ils ont lancé une grande campagne, un grand projet qui s'appelle Rentrée numérique. Et en fait, le but avéré de cette rentrée numérique, c'est d'aider les écoles à intégrer le numérique de façon efficace, c'est aider les enseignants à enrichir leurs pratiques pédagogiques et c'est offrir à tous les élèves un bagage digital minimum. En fait, EducIT, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des ordinateurs aux écoles. Là, voilà, j'ai pris des photos sur leur page Facebook. On voit donc qu'ils ont opté, en répondant à l'appel, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, à l'appel d'offres de la stratégie numérique de Geolet et surtout au cahier des charges, voilà le mot que je cherchais.
ils se sont dit, ben voilà, en fait, ce qui conviendrait le mieux pour les écoles, ce sont des Chromebooks. Alors, Chromebooks, c'est des ordinateurs de plusieurs marques, mais ils ont la particularité d'être petits, maniables et qui peuvent être, on peut utiliser ça avec des doigts sur l'écran. Et surtout, ils fonctionnent sur la technologie avec les logiciels Google. Alors, on va demander, en fait, bon, évidemment, ils vont pas, la SBL ne va pas offrir les ordinateurs, donc qui va acheter des ordinateurs? Quand l'école décide d'appliquer, en fait, de faire partie de ce grand air, de cette grande mouvance numérique, elle peut décider que chaque élève va acheter un ordinateur. Alors, il va acheter comment? Ben, c'est les parents qui vont acheter, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué un budget pour donner en fait 75 € aux parents, contribution donc des pouvoirs publics. Alors, soit les parents vont acheter directement l'ordinateur et vont avoir ces 75 €, soit ils vont le louer sur 3 ou 4 ans et ils vont avoir donc cette somme répartie aussi, la somme des pouvoirs publics répartie. Puis, il y aura une petite somme résiduelle et alors là, on dit, bah, si vous payez cette somme-là, bah, l'ordinateur sera à vous. Évidemment, à ces frais-là qui sont à la charge des parents, il va y avoir les frais de licence Chrome. C'est en fait Chrome Éducation, c'est-à-dire Google Classroom, Google Drive et tout ça, qui sont pris en charge par l'école. Alors, qu'apporte aussi Educati, et c'est ça qui a séduit M. Jolet et M. Dardenne, c'est qu'ils vont offrir certains services. La SBL, comme on disait, ils veulent former en fait les professeurs et les étudiants et les élèves, leur apprendre un peu à comment manier l'ordinateur. Et donc, ils vont envoyer des technopédagogues dans les écoles. Alors, vous allez me dire, Educati est une ASBL, et comment peuvent-ils faire ça? Mais simplement parce que Educati, en fait, est une ASBL qui est soutenue par des fonds privés, par des fondations privées. Je vous ai fait un beau petit graphique ici. Vous voyez, par exemple, dans le bas, en rouge, il y a deux grandes fondations qui apportent de l'argent à Educati. C'est la Fondation Roi Baudouin et Astralis Fondation. Je vais revenir un peu plus en détail sur ce graphique-là. Mais bon, ce n'est pas des petites sommes. Il faut savoir que l'année de création, la Fondation Roi Baudouin, l'année de fondation d'Educati, la Fondation Roi Baudouin a donné 60 000 € à Educati en soutien. Ces 60 000 € sont devenus 92 000 en 2020. Et là, avec l'explosion, la Fondation Roi Baudouin et Astralis Fondation, en 2021, Educati a reçu 1 034 000 €. Alors, en plus, je peux ajouter aussi que la Fondation Roi Baudouin a évalué, il y a un rapport qu'on peut trouver facilement sur Internet, d'évaluation justement de ce projet rentrée numérique. Alors, ça ne va pas être en grand suspense, mais le rapport est très positif. Et tout en reconnaissant effectivement que le Covid a quand même joué le rôle d'accélérateur de la pénétration du numérique dans les écoles. Alors, je voulais vous montrer ce petit graphique. Si vous voulez, après, je vais essayer de le faire rapidement et si vous voulez revenir après. Mais c'est simplement pour vous montrer en fait qu'on retrouve un peu les mêmes ASBL, start-up, les mêmes. Donc, si on regarde par exemple pour la Fondation Roi Baudouin, la Fondation Roi Baudouin va soutenir Agir pour l'enseignement, Fondation pour l'enseignement, Teach for Belgium. Ces trois entités ont un point commun, donc une personne commune dont je reparlerai, qui est Étienne de Noël, qui était directeur de McKinsey. On voit que Astralis Fondation va aussi en fait soutenir ces mêmes associations. On voit en haut en bleu, c'est plutôt ceux qui vont apporter un soutien logistique ou apporter un réseau. On a Bicentral qui est là assez récent, c'est un campus numérique qui est installé à la gare centrale à Bruxelles et qui en fait est subsidié aussi par des fonds privés, par de philanthropes entre autres et d'autres fondations. Et on retrouve les mêmes, Bi-Éducation, Code & Play, Khan Academy, Teach for Belgium est là aussi. Et vous voyez, dans Bi-Éducation, ça c'est la même chose, c'est un réseau d'acteurs de changement qui va aussi soutenir les mêmes personnes. Fondation pour l'enseignement, ça c'est une fondation qui porte le nom de fondation, mais qui est plutôt une
une ASBL qui est très active en Belgique francophone, c'est dirigée entre autres par Olivier Remels, qui était en fait un des personnages qui dirigeait un des groupes du pacte d'excellence. C'était le groupe de travail en charge de la réforme du qualifiant. Et bon, la Fondation pour l'enseignement soutient Educati et aussi soutient Agir pour l'enseignement, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, pour l'instant, on a vu deux aspects de cette marchandisation. D'abord, l'école est là pour stimuler le marché du numérique et l'école est vue aussi comme un secteur d'investissement. Mais il y a un troisième aspect de cette marchandisation, c'est adapter l'école aux besoins du marché. Et je vais essayer de montrer en quoi le numérique va aussi être très important dans cette phase de marchandisation. Alors, d'abord, il y a une part, effectivement, on est dans le numérique est omniprésent dans notre société. Il va demander donc des travailleurs qualifiés, il va falloir des informaticiens, des programmeurs, des techniciens spécialisés dans l'installation et dans l'entretien de parcs informatiques. Et évidemment, l'école va jouer un rôle là pour former les travailleurs du numérique. Ça, on ne peut pas le contester. Par contre, il y a un autre aspect, c'est ce qu'on appelle la formation d'un capital humain. Donc, c'est une notion qui est très importante. On nous dit que voilà, maintenant, chaque citoyen doit gérer son capital humain, c'est-à-dire doit gérer ses compétences, et ça, on va le voir tout au long de la vie. Alors, en fait, là, je vais adopter la rhétorique de la Commission européenne. On nous dit que dans un marché globalisé, l'Europe doit être compétitive et elle va faire un peu comme ses concurrents, c'est-à-dire qu'elle va se concentrer sur l'amélioration des qualifications et des connaissances de la main-d'œuvre qui existe, mais aussi de la main-d'œuvre potentielle. Et donc, pour ça, il faut améliorer le niveau de qualification des futurs travailleurs, mais aussi actualiser et améliorer la qualification de la main-d'œuvre qui existe déjà. Et en plus, c'est encore mieux, c'est d'établir une meilleure synergie entre l'éducation et la vie économique afin d'assurer l'adéquation entre les formations et le marché du travail. Et donc, dès lors, l'éducation, elle va être considérée, l'éducation et la formation vont être considérées comme des facteurs vraiment déterminants du succès économique. Et on va rentrer dans ce qu'on va appeler la société de la connaissance. Alors, cette rhétorique, elle vient tout d'abord du monde de l'entreprise et plus précisément d'un groupe d'industriels européens, le RT. Je vous épargne mon anglais, mais c'est la table ronde des principaux industriels. En fait, le RT a été fondé en 1983 à l'initiative du PDG de Volvo, mais aussi à l'initiative de quelqu'un qu'on connaît bien en Belgique, qui est Étienne Davignon, homme d'affaires, mais aussi qui était commissaire européen en charge de l'industrie. Il est aussi l'ami de Jacques Delors, qui lui était président de la Commission européenne pendant 10 ans, de 85 à 95. Alors au départ, cette ERT comptait, cette table ronde, elle comptait 17 entreprises, elle existe toujours, elle s'est fort élargie, c'est 57 entreprises. Alors, comme je l'ai dit, c'est les principales entreprises européennes. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'ERT? C'est en fait un lobby très puissant qui a, par exemple, joué un rôle prépondérant, vraiment très prépondérant, dans l'avènement du marché unique européen et dans la rédaction du traité de Maastricht. Et ce lobby ne va pas juste s'intéresser à l'économie. Je disais, en fait, comment il peut être si puissant parce qu'il a des liens très étroits, justement, avec la Commission européenne. En exemple, comme je vous disais, Étienne Davignon, ami personnel de Jacques Delors. Et de toute manière, la Commission européenne ne s'en cache pas. Et donc, en fait, le RT va rédiger plusieurs rapports sur l'éducation, mais un qui est très important, s'appelle Une éducation européenne vers la société cognitive. Ils vont publier ça en 1995. Et voici un peu quelques extraits qu'on peut retrouver dans ce rapport, qui montre bien un peu la tonalité des choses. Voici ce qu'ils nous disent. En fait, que la responsabilité de la formation doit en définitive être assumée par l'industrie. Ils ajoutent que le monde de l'éducation semble ne pas bien percevoir le profil des collaborateurs qui sont nécessaires à l'industrie. Et donc, l'éducation doit être considérée comme un service rendu au monde économique. Et donc, les gouvernements nationaux, ajoute-t-il, devraient envisager l'éducation comme un processus s'étendant du berceau au tombeau, les mots sont forts, et l'éducation, disent-ils, vise à apprendre, non à recevoir un enseignement. Nous n'avons pas de temps à perdre, disent-ils.
Et donc, en fait, dans ce rapport, l'ERT va réclamer une formation accrue d'un capital humain, vous voyez, du berceau au tombeau. Et donc, ils vont mettre en place une chaîne éducative, vont définir une chaîne éducative d'apprentissage tout au long de la vie. Et ils vont définir, par exemple, dans le deuxième lien de cette chaîne, qui va concerner les 9 à 10 premières années de scolarité, le premier lien étant la formation préscolaire, crèche et préscolaire, et ça va, comme je disais, jusqu'au tombeau, donc c'est-à-dire la formation des adultes. Mais là, dans le deuxième lien, ils vont s'intéresser aux 9-10 premières années de scolarité et ils vont définir en fait les compétences qui devraient être revues dans cette école, puisqu'ils nous l'ont bien dit, nous, dans l'éducation, on ne sent pas bien percevoir le profil des collaborateurs qui sont nécessaires à l'industrie. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces compétences? On va retrouver des compétences de base en français, en mathématiques, en sciences, mais aussi tout ce qui est technologique et aussi une grande part de compétences comportementales. Par exemple, travailler en groupe, avoir un esprit d'initiative, volonté de prendre des risques, le sens des responsabilités. Alors, ces compétences qui sont définies là dans ce rapport sont très importantes parce que c'est exactement celles qu'on va retrouver dans les mots de la Commission européenne qui va définir ce qu'on va appeler les compétences clés en 2006 et qui vont être redéfinies, enfin reprécisées, elles n'ont pas beaucoup changé en 2018. Et en fait, l'ERT fait quelques constats qui sont assez fous d'ailleurs. Il nous dit d'abord que l'éducation qui est donnée à l'école n'a en fait rien à voir avec la vie réelle et que certains enfants montrent vraiment une réelle réticence à fournir un quelconque effort intellectuel et qu'en plus, l'école qui devrait être un lieu d'apprentissage, en fait, cette école, elle peut détruire le désir d'apprendre qui est le don naturel de jeunes enfants. Mais heureusement, disent-ils, toute la situation pourrait être renversée si l'enseignement scolaire subissait la même transformation que le monde du travail. Vous allez découvrir cette transformation. Les élèves devraient arriver à l'école prêts à apprendre, à acquérir leurs connaissances, je crois qu'on est tous d'accord, mais ils devraient le faire par un processus actif de recherche plutôt que par le processus passif qui consiste à se faire injecter des connaissances à dose mesurée. Donc, on voit bien la perception qu'ils ont de l'enseignant. Nous sommes des enseignants, nous injectons des connaissances à des doses mesurées à nos élèves. Et ils ajoutent que les enseignants devraient en fait se transformer en coach, en tuteur, et qu'ils pourraient le faire s'ils étaient équipés de la même technologie multimédia et informatique qui a révolutionné le monde du travail. Alors, on voit donc, du coup, si je résume, la connaissance ne devrait plus être transmise, mais partagée. Il devrait y avoir donc un nouveau partenariat dans la salle de classe, on serait des coachs, des tuteurs. Et en plus, ils ajoutent que cette nouvelle technologie, elle va permettre d'introduire une plus grande flexibilité dans le temps d'apprentissage. Souvenez-vous, du berceau au tombeau, ça veut dire qu'on pourrait apprendre de chez nous, on pourrait apprendre de manière formelle, mais aussi non formelle ou informelle, c'est-à-dire en dehors de toute institution pédagogique. Et en plus, ajoute-t-il, ajoute cette table ronde, que ce numérique pourrait encourager les élèves à étudier par eux-mêmes à l'école ou à la maison. Je rappelle que nous sommes en 95 à ce moment-là. Et l'ERT va conclure en disant ceci, que les politiques éducatives, en fait, doivent tendre vers l'objectif à long terme de financer l'accès à un ordinateur pour chaque enfant scolarisé. Évidemment, ça fait directement écho à ce que j'ai dit au tout début et à cette volonté de la stratégie numérique de Jolet, d'Ardenne, d'équiper chaque enfant d'un ordinateur. Bon, là, on était en 95. Bon, je ne fais pas de rapport de cause à effet, mais bon, voilà, c'est un peu étrange. La succession des choses est un peu étrange. Alors, je vous ai dit que l'ERT avait une influence assez grande sur la Commission européenne. Et d'ailleurs, Edith Cresson ne s'en cache pas, elle le dit carrément. Hein, elle s'inspire fortement des textes de l'ERT. Et donc, en février 95, on avait ce rapport-là vers la société cognitive. Et en décembre de la même année, un livret blanc important sort de la Commission européenne, s'appelle Enseigner et apprendre vers la société cognitive. On voit évidemment une parenté énorme rien que dans le titre de ce rapport, de ce livre blanc. Alors, les 5 objectifs de ce livre blanc ressemblent très très fort évidemment à ce que je viens de dire de l'ERT. Qu'est-ce qu'ils veulent? La commission dit qu'il faudrait vraiment on crée en fait cette société de la connaissance
où, comme je le disais tantôt, le capital humain est très important et chaque citoyen va devoir entretenir ce capital humain. Et qui a être critique de cette théorie du capital humain, ça veut dire aussi que si vous tombez au chômage, c'est que vous n'avez pas bien entretenu votre capital humain, c'est que vous avez fait les mauvaises études, et tout ça. Enfin voilà, parenthèse fermée. Donc cette création de la société de la connaissance et d'une éducation tout au long de la vie, hein, on va retrouver ça, on la retrouve maintenant dans tous les textes aussi. Je vous rappelle, donc le RT disait du berceau au tombeau, ici on est tout au long de la vie, va prôner aussi une mobilité des apprenants, des travailleurs. Alors, quand on parle de mobilité, ce n'est pas seulement une mobilité physique dans l'Europe, mais c'est une mobilité aussi, ne pas être qu'à l'école, comme je disais tout à l'heure, on peut apprendre partout et tout au long de la vie. Évidemment, pour eux aussi, la Commission va miser et va mettre l'accent sur l'importance des langues européennes. Pourquoi? Parce qu'elles vont permettre de faire une identité européenne, mais qu'elles vont permettre aussi aux gens de pouvoir aller travailler un peu partout en Europe. Et alors, pour tout ça, en fait, les technologies, donc les TIC, les technologies de l'information de la communication, ont une part importante à occuper puisqu'elles vont permettre à tout citoyen, comme je l'ai dit, de se former tout au long de la vie afin d'acquérir les compétences utiles sur le marché du travail. Cependant, la Commission va déplorer que le rythme de la pénétration du multimédia éducatif dans les écoles soit encore trop lent. Et la Commission va réagir. Elle va réagir et multiplier les communications. Alors là, nous sommes ici. Donc, un des premiers, c'était ce mémorandum-là. Ici, nous sommes vers la société cognitive. Je vais revenir sur vous verrez un peu plus tard ce schéma, mais j'ai repris en fait, il est plus ou moins exhaustif, toutes les communications, tous les projets, toutes les stratégies qui concernent le numérique. En fait, on va marteler toujours la même idée, qu'il faut former un capital humain, qu'on va parler d'adéquation entre la formation et le marché du travail. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est aussi quels sont vraiment les besoins de ce marché du travail. On est d'accord, ils ont déclaré qu'on était dans la société de la connaissance, qu'on doit se former tout au long de la vie, mais à quelles compétences, quelles qualifications sont demandées? Alors là, je vais aller vite aussi là-dessus, mais on peut voir, donc ici, je vous montre un diagramme du CDFOP. Le CDFOP, c'est le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. Ils ont fait, en fait, des études pour voir un peu l'évolution prévue de l'emploi en Europe. Et ici, on voit une chose, évidemment, qui est très importante. On a une espèce de polarisation. En fait, ici, au-dessus, vous voyez, c'est les métiers qui demandent des hautes qualifications. Et on voit en fait que ces métiers-là vont aller toujours l'évolution, c'est qu'on aura toujours besoin de ce genre de personnes qui ont donc des qualifications hautes. D'un autre côté, donc c'est pour ça qu'on parle de polarisation, on a un pôle là et on a un autre pôle ici. On voit ici qu'on a besoin aussi on a besoin de personnes qui, en fait, donc, pour des métiers qui n'ont besoin que de très peu de qualifications, voire pas du tout de qualification, et on pense évidemment ici, vous le voyez, à l'essor des emplois de service. Et par contre, on a ici au milieu des emplois qui ne demandent qu'une qualification, enfin qui demandent des qualifications moyennes. C'est plus ou moins presque la moitié des citoyens, hein, des travailleurs ou des personnes même qualifiées. Et alors, on voit que tous ces emplois-là qui demandent une qualification moyenne sont en net recul. Alors, pourquoi? Ils ont chuté, entre autres, évidemment, par l'arrivée des nouvelles technologies, puisque la technologie a pris le relais pour l'accomplissement de tâches qui peuvent être facilement automatisées ou des tâches qui peuvent être facilement aussi délocalisées. Et donc, ces personnes qui sont moyennement qualifiées, elles vont avoir deux choix. Soit occuper des emplois qui demandent pas du tout de qualification, voire très peu, et donc on va parler de surqualification, soit elles vont se former tout au long de la vie pour entretenir leur capital, leur capital humain, et donc elles vont évidemment trouver dans le numérique une façon de pouvoir entretenir justement leur capital humain. Et donc, on voit qu'une fois de plus, les technologies de l'information de la communication vont prendre une place importante dans la société cognitive. Alors, comme je l'ai dit précédemment, vous voyez ce petit graphique, la Commission européenne va produire de nombreux rapports, communications, plans d'action en matière de numérique afin justement de favoriser l'utilisation des nouvelles technologies dans les écoles.
Et par exemple, si je vais parler de 2018, je fais un bond dans le temps. En 2018, il va y avoir un plan d'action en matière du numérique qui va apparaître. Alors, on nous dit qu'en fait, en 2008, malgré déjà tout ce qu'il y a eu, tous les plans qui ont été mis en place, les constats sont les mêmes. En fait, l'utilisation de la technologie à des fins pédagogiques est à la traîne. Toutes les écoles ne sont pas équipées. Tous les enseignants n'ont pas les compétences requises en matière de numérique et arrive alors là, comme une belle opportunité, arrive le Covid-19 et on va avoir un premier plan qui s'appelle « Faire face à la crise liée à la Covid-19 ». Je ne rentre pas dans le débat, le Covid ou la Covid, la commission dit la Covid. Et donc, cette crise, nous dit-on, d'abord, va entraîner des changements majeurs, que ce soit dans notre façon d'apprendre, d'enseigner, de communiquer, de collaborer. Ça a aussi, évidemment, eu un impact sur les apprenants, leurs familles, sur les membres de la communauté éducative, sur l'ensemble de la société. Et cela a aussi entraîné, disent-ils, certaines difficultés, comme le manque de matériel informatique, le manque de connexion, mais, précise le texte, cela a aussi permis de tirer de précieuses leçons et d'accélérer la transformation numérique des établissements d'enseignement et de formation. Et donc, la Commission ajoute que la COVID risque d'avoir des incidences à long terme sur l'avenir et donc il faut aller plus loin en fait, déployer des efforts supplémentaires pour accélérer cette transformation numérique des systèmes éducatifs. Il faut intégrer l'apprentissage numérique dans l'offre d'enseignement et de formation à tous les niveaux. Et en contrepartie, la Commission s'engage à aider les États, à les soutenir financièrement afin qu'ils continuent à mettre au point des pratiques en matière d'enseignement numérique. Et c'est ce qu'elle va faire. Il y a un autre plan, le plan d'action en matière d'éducation numérique 2021-2027. Et voici ce qu'on trouve comme déclaration dans ce plan d'action, c'est que dans des circonstances extrêmement difficiles, c'est-à-dire la pandémie, a accéléré la transformation numérique et elle a provoqué des changements rapides et à grande échelle. Des évolutions qui auraient pu prendre des années se sont produites en quelques semaines seulement. Et aujourd'hui, nous sommes face à des défis à relever, mais également à des possibilités exploitées. Cela signifie que nous devrons mettre à profit des enseignements tirés de ces derniers mois pour intensifier nos efforts. Et alors là, j'attire votre attention sur ce passage. Il faudrait passer progressivement d'un enseignement à distance temporaire et axé sur l'urgence, à une éducation numérique plus efficace, plus durable et plus équitable dans le cadre d'un enseignement et d'une formation créatif, flexible, moderne et inclusif. On voit là en fait que le programme des prochaines années est donc tracé. Alors c'est vrai qu'il était urgent, en période de confinement, on ne peut pas nier qu'il fallait recourir au numérique, mais là on voit clairement que les intentions, c'est d'installer ça et de généraliser la pratique et de la rendre plus durable. Là, c'est tout l'aspect européen. Et donc, comme je disais, la Commission européenne promet aux États de les soutenir et on va un peu voir comment le numérique est rentré et enfin a été appliqué, en tous les cas, en Belgique francophone. Je me désaltère une toute petite minute. Et donc, la Belgique, tout comme les autres États européens, va répondre à l'appel de la Commission et la dimension numérique est reprise tant par la région wallonne que par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais commencer par la région wallonne, je vais aller assez vite sur ce plan-là. Donc, on voit que, pourquoi la région wallonne? Parce qu'elle est compétente pour l'équipement des classes et des écoles. Et elle a mis en place plusieurs stratégies. Une première qui s'appelait Plan Cyber-École, qui n'a pas bien fonctionné. La deuxième, Plan Cyber-Classe, qui n'a pas mieux fonctionné, mais donc le but était d'équiper les écoles. Là, ils ont plus ou moins installé 40 000 ordinateurs pour plus ou moins 85 millions d'euros. Le matériel, seulement, ils se sont aperçus que le matériel était peu ou pas utilisé par les enseignants, qu'en fait, n'étaient pas formés. Moi, je me souviens que c'était dans les années 90, je débutais dans l'enseignement, au travail à Liège. Je travaillais à l'école, à l'époque, dans le PO de la ville de Liège, et dans des écoles défavorisées, il y avait un centre scolaire qui regroupait 3 écoles
écoles qui étaient un peu disséminées dans la ville de Liège. Arrive ce plan cyberclasse, on nous annonce qu'on va installer en fait 20 ordinateurs. Mais pour ça, il faut un local qui est protégé, sécurisé. Les écoles n'avaient pas les moyens, se refilaient la patate chaude en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va le mettre? Et en plus, vous imaginez 20 ordinateurs pour 3 écoles qui étaient disséminées dans la ville de Liège, donc ça n'a pas marché. Et donc, ils ont pensé à d'autres, j'ai mis plan école numérique au pluriel parce qu'il vient d'être renouvelé, encore ce plan école numérique. Alors, on n'équipe plus les écoles comme ça à tort et à travers. On dit, voilà, on vous équipe si vous nous soumettez un projet pédagogique précis. Alors, le budget, là, c'est plus ou moins 10 millions par an. Et le plan, il a été lancé par Marcourt, puis a été repris par Geolet, et maintenant, il a été reconduit par Willy Borsu. Et ce plan, en fait, il fait partie de la stratégie de digitalwallonia.be qui va fixer, en fait, le cadre de toutes les actions pour la transformation numérique de la Wallonie. En fait, la rhétorique est la même. Vous allez voir, on nous dit que des compétences numériques doivent être développées dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, du berceau au tombeau, la formation tout au long de la vie. Les citoyens sont la première richesse d'un territoire. Les Wallons doivent devenir des acteurs de la transformation numérique par l'acquisition des compétences technologiques, l'adoption des comportements entrepreneuriaux indispensables et la maîtrise des enjeux et outils de la citoyenneté digitale. Ça, c'est pour la région wallonne. On peut passer maintenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et évidemment, la stratégie numérique trouve toute sa place dans le pacte d'excellence. Alors, je vous rappelle, on suit l'avis numéro 3 qui a été écrit par Groupe Central en 2017 et qui est un peu la feuille de route du pacte d'excellence. Et parmi les axes stratégiques, il y en a un, le premier qui concerne les savoirs, les compétences de la société du 21e siècle. Et il y a un point important qui est sur le numérique. Le point s'appelle réussir la transition numérique. Les constats sont les mêmes. Donc la transition vers la société numérique provoque des changements structurels et irréversibles et l'école a un rôle à jouer. Et donc là, on va voir 5 grands points. Alors, le premier concerne les compétences et les contenus. Donc, en fait, il faut définir des compétences spécifiques de la société numérique via des référentiels. Et là, il y a une distinction à faire qui est très importante, c'est sur justement ces compétences numériques. Il faut vraiment distinguer ce qui est de l'éducation par le numérique, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'ordinateur comme moyen d'enseigner ou de faire apprendre, et d'un autre côté, l'éducation au numérique. Ça veut dire que le numérique devient là maintenant un objet d'apprentissage. Et ça, cette dimension-là, pour nous, à l'APED, elle est essentielle. Il n'est évidemment pas question que les élèves deviennent des analphabètes du numérique. Et donc, on pense que on pense plus, on est certain pour nous que cet aspect de l'éducation numérique doit vraiment prendre place dans notre formation, ce qu'on appelle notre formation polytechnique. Alors là, je vais vous renvoyer au webinaire qu'on a fait avec Nico il n'y a pas très longtemps, que vous pouvez trouver sur notre page, ce qu'on appelle YouTube. Et bon, simplement pour vous dire qu'effectivement, pour nous, un élève ne doit pas être un simple consommateur de ce numérique, mais plutôt être un citoyen critique, savoir, du coup, il doit pouvoir comprendre les choses, savoir ce que c'est un algorithme, comprendre les tenants, les aboutissants de cet outil numérique pour pouvoir en faire un bon usage. Alors, d'autres points qui sont repris dans ce pacte d'excellence, c'est l'accompagnement et la formation des acteurs de l'enseignant. On nous dit en fait qu'il faut procurer un technopédagogue qui devra être intégré au plan de pilotage. Il faut intégrer évidemment la formation continue et initiale des enseignants. Il faut donc intégrer le numérique à cette formation. On parle aussi des équipements numériques et là, on nous dit que tous les établissements et les enseignants doivent bénéficier d'un équipement minimal. Je vous rappelle que la Fédération Wallonie nous octroie là 100 € de prime par an pour notre équipement numérique. Il faut assurer un minima pour chaque classe un débit de la connexion Internet performant et au moins un appareil pour s'y connecter. Je crois qu'on en est très loin. On parle aussi de nécessité d'avoir des personnes ressources, qu'elles soient ponctuelles ou permanentes, pour conseiller l'équipement, l'installer, l'entretenir. Ces personnes ressources, vous avez vu, par exemple, EducIT ont fait œuvre de cela. Et puis, il y a un point qui est très important.
Et c'est l'équipement. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va équiper des classes ou est-ce qu'on va demander aux élèves de s'équiper? Ce qu'on va appeler le BYOD, j'y reviendrai, c'est le fait d'apporter son propre équipement. Et là, le groupe central, en fait, n'est pas d'accord. Il trouve que pour des raisons d'équité, de sécurité et d'organisation, il vaut mieux équiper les écoles que d'équiper les élèves. Alors, je reviendrai à ce point-là, vous allez voir, il est vraiment très important. Quatrième point, c'est les modalités de diffusion de partage des pratiques. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est-à-dire qu'on va créer des plateformes comme API et le site enseignement.be pour partager les bonnes pratiques en termes de pédagogie du numérique. Et autre aspect qui est fort important aussi, c'est la nouvelle gouvernance numérique du système scolaire. On l'a dit, je l'ai déjà un peu mentionné, les écoles vont devoir intégrer dans leur plan de pilotage une stratégie en matière d'insertion des outils numériques au profit des apprentissages, mais aussi de la gouvernance de l'école. Et donc, le groupe central va préconiser l'adoption d'un plan numérique et d'une création d'une task force numérique interréseau. Et donc, comme suite à ce groupe central, vraiment, on a une stratégie qui a été approuvée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en octobre 2018. Donc, elle fait suite vraiment à cet avis numéro 3. Elle reprend les mêmes objectifs avec quelques petits ajouts. Et on nous dit en fait que le numérique va toucher vraiment plusieurs chantiers. Par exemple, le nouveau tronc commun renforcé, il va falloir créer des référentiels et on va créer un référentiel, ça va s'appeler référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique. On nous dit aussi que le numérique est bien parce que ça va pouvoir nous permettre de gérer l'hétérogénéité des classes. On nous dit, voilà, on n'a qu'à mettre, si vous avez des élèves qui sont vraiment très différents, avec des aptitudes, des compétences très différentes, grâce aux ordinateurs qui seront dans votre classe, vous allez pouvoir les mettre sur les ordis et le numérique va faire l'affaire. Le numérique aussi, nous dit-on, va nous permettre de mieux collaborer, de pouvoir développer ce travail collaboratif. Va aussi mieux nous permettre de nous former, de nous accompagner. Alors, on a effectivement, depuis le confinement, enfin l'après-confinement ici, le distanciel, on a des formations en e-learning. On va parler aussi de diffusion de l'innovation pédagogique, comme je disais tantôt, le partage des bonnes pratiques. On nous dit que le numérique va permettre de décloisonner l'école et les classes. Bon, on en a évidemment eu une bonne idée avec le confinement, le distanciel ou l'enseignement hybride. Et enfin, on nous dit que ce numérique va nous permettre de piloter le système scolaire et celui des établissements en intégrant, comme je disais tantôt, le numérique dans les plans de pilotage, les contrats d'objectifs, mais aussi sur la mise sur pied du dossier d'accompagnement de l'élève sous format numérique qui permettra de suivre l'élève tout au long de son parcours. Alors, je sais qu'il y a des Français parmi nous, mais ça, c'est déjà mis en place depuis quelque temps en France. Alors, je vous parlais tantôt de ce BYOD, donc apporter son propre matériel. Et je vous disais que le groupe central était assez réticent à propos de cet équipement individuel. Or, là, de nouveau, la pandémie va permettre de balayer un peu ces réticences du groupe central et va balayer aussi le décret gratuité qui va être contourné. Et voici ce qu'on trouve dans une note d'orientation de cette stratégie numérique dans l'enseignement. Donc là, nos deux petits lascars, M. Dardenne et M. Geolet. Et voici, donc, ce n'est pas dans la stratégie elle-même, c'est dans une note d'orientation. On nous dit que le décret ne peut être interprété de manière telle qu'il rendrait impossible l'acquisition d'ordinateurs individuels pour les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès lors qu'aujourd'hui, nous dit-on, l'ordinateur est un outil de travail qui se rapproche du manuel scolaire. Et donc, en fait, ils essayent de voir comment on pourrait inviter quand même les parents à payer cet ordinateur alors que le décret gratuité est renforcé. Et donc, ils ajoutent qu'il doit être possible d'inviter les parents à prendre en charge cette somme sans que la légalité de la demande ne puisse être contestée. Alors, en fait, l'article qui pose problème, c'est l'article numéro 4 de ce décret gratuité qui définit en fait les frais qui sont permis. En fait, par exemple, pour le primaire, les frais autorisés en coût réel, c'est les frais de piscine, de droit d'accès aux activités culturelles et sportives, les séjours pédagogiques et limités. C'est la même chose pour le secondaire, mais on va y ajouter les frais de photocopie, mais aussi les prêts de livres scolaires, d'équipements personnels et outillage. Il y a aussi un autre article qui est le paragraphe 6, qui concerne là, les frais facultatifs
On parle d'achats groupés, des frais de participation, des activités facultatives, des abonnements, des revues. Et en fait, ça va être très vite fait. En fait, je parle sous couvert d'un député, mais en fait, cette disposition, ces frais scolaires vont être intégrés à un article du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Alors, je vous ai parlé, c'est l'article 1.7.2-2, et on va rajouter un paragraphe au paragraphe 3 qui concernait les frais, et on va rajouter ce paragraphe 3 bis qui nous dit qu'en fait, que dans l'enseignement scolaire, ordinaire spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés. Alors là, ils sont contents de dire sur base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie. Donc, tous les frais liés à l'achat ou la location d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève. Donc, on voit là, le cap est franchi, on a contourné les choses en mettant sur le même pied d'égalité les frais de photocopie ou de livre. On dit, voilà, maintenant l'ordinateur, mais rassurez-vous, ce sera facultatif. Mais là, on sait bien, on a tous autour de nous peut-être des exemples déjà de personnes qui disent, bon, en fait, je ne voulais pas acheter cet ordinateur, mais au départ, j'étais réticente, mais quand toute la classe de mon enfant en achetait un, je suis bien contrainte de l'acheter. Alors, comme j'ai essayé en conclusion de cette première partie, j'essaie de vous montrer que le numérique est partie prenante du système éducatif qui va permettre de stimuler un marché afin que l'Europe soit compétitive dans un marché globalisé, qui va permettre de garantir des investissements pour des actionnaires privés, qui va permettre de former un capital humain tout au long de la vie, qui va assurer, donc ce qui va assurer la flexibilité et l'adaptabilité des travailleurs. Ça va permettre aussi de changer le rapport enseignant-apprenant puisqu'on deviendrait des coachs, des tuteurs, et ça permettrait aussi d'individualiser les apprentissages. Mais là où je me pose une question, et c'est comme ça que je vais amorcer ma deuxième partie, c'est de savoir si, enfin, d'un côté, d'accord, voilà, on équipe chaque élève, à la limite, je pourrais être d'accord, mais est-ce que c'est efficace pédagogiquement? Là, je rebois un petit coup d'eau. En fait, le volume des études empiriques qui visent à évaluer l'impact du numérique sur les performances des élèves, c'est gigantesque. Il y a des milliers d'études, il y a des centaines de méta-analyses, de nombreuses synthèses de ces méta-analyses, mais il n'y a aucun consensus clair. En fait, la recherche tend même à montrer qu'il existe de nombreux autres leviers bien plus efficaces que l'utilisation du numérique pour améliorer les performances scolaires et l'efficacité du système scolaire. Alors là, j'ai voulu faire en deux parties aussi, pour ne pas être taxé de ne sélectionner que des sources qui seraient favorables et qui rencontreraient les mêmes idées que la PED. Et j'ai d'abord voulu voir un peu ce que racontaient certaines études et rapports que je vais appeler de la sphère économique, et vous allez comprendre pourquoi. La première étude a été rédigée par un organisme qui s'appelle le ENEE. Je vous laisse lire la signification de ces abréviations, de ces initiales en anglais. Et donc, en fait, cet organisme a été créé à l'initiative de la Direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment la Commission européenne. En fait, c'est un réseau qui est composé d'experts issus de la recherche universitaire et politique dans le domaine de l'économie de l'éducation et de la formation. Donc, on est bien dans une sphère économique. Alors, leurs objectifs, c'est quoi? C'est en fait d'élaborer des rapports analytiques et des notes d'orientation, de fournir des réponses à des questions, de préparer des séminaires pour le personnel de la Commission européenne et de participer à des conférences, à des réunions. Et ils ont écrit un rapport. Alors, le rapport s'appelle donc Innovation dans l'éducation pour de meilleures compétences et une meilleure employabilité. Ce rapport date de mars 2015. Et voici la conclusion de ce rapport. Ils nous disent que les preuves suggèrent clairement qu'une utilisation accrue des technologies numériques et que l'apprentissage en ligne ne sont pas du tout une garantie d'amélioration des résultats des élèves. Dans certaines circonstances, les méthodes d'enseignement traditionnelles surpassent l'apprentissage numérique et en ligne. En fait, ils sont pensés sur les raisons pour lesquelles, justement, de nombreux chercheurs, décideurs et éducateurs croient vraiment au potentiel de méthodes d'enseignement et d'apprentissage basées sur l'informatique et sur Internet.
Ils disent, en fait, ces gens-là pensent effectivement que le numérique va permettre d'individualiser l'enseignement, parce qu'on va pouvoir adapter le contenu aux besoins de l'élève et va respecter leur rythme. Je pense aussi, ces promoteurs-là du numérique, qu'à l'école, que les nouvelles technologies vont augmenter la transparence des progrès des élèves et vont permettre aux enseignants de suivre et de s'adapter plus facilement aux élèves. Et enfin, je pense que les ordinateurs et Internet vont motiver plus les élèves que des méthodes dites traditionnelles. Je reviendrai sur ces idées-là. Ajoute, donc ça, ce n'est pas mes mots, mais c'est les mots de cet organisme de la Commission européenne, ils disent ces croyances, on parle de croyances, ont conduit à des investissements importants dans les ordinateurs et les logiciels. Or, ajoute-t-il, aucun effet, par exemple, des économistes comme Fuchs et Haussmann ne trouvent qu'il n'y a en fait aucun effet de l'utilisation de l'ordinateur à l'école sur les performances. Autre idée qui est avancée, c'est qu'il est possible que l'utilisation d'ordinateurs dans l'enseignement ait évincé des méthodes d'enseignement plus efficaces, plus traditionnelles. On dit aussi que les écoles qui ont le plus bénéficié du changement de stratégie, en fait, étaient les écoles qui étaient au départ déjà les plus efficaces. Et donc, on peut émettre des doutes sur l'efficacité des ordinateurs dans des environnements difficiles ou défavorisés. Et enfin, on nous dit que les nouvelles technologies, en fait, sont susceptibles de distraire les élèves. Ça, c'était pour le premier acteur économique, comme je le disais. Deuxième acteur économique, l'OCDE. Alors, l'organisation donc, de coopération de développement économique, c'est une organisation internationale d'études économiques qui est très connue par ses études PISA, qui vont permettre justement d'évaluer, de comparer les systèmes éducatifs mondiaux. Alors, ils ont écrit un rapport en 2015 qui s'appelle « Connecter pour apprendre », point d'interrogation, et le point d'interrogation est très important. Alors, les conclusions de ce rapport sont assez claires. Ils nous disent d'abord que l'incidence des nouvelles technologies sur les performances des élèves est assez mitigée, dans le meilleur des cas. Ils disent aussi que les élèves qui utilisent modérément les ordinateurs à l'école ont tendance à avoir des résultats scolaires légèrement meilleurs que ceux ne les utilisant que rarement. Mais par contre, que les élèves qui utilisent très souvent les ordinateurs à l'école obtiennent des résultats bien inférieurs dans la plupart des domaines d'apprentissage. En fait, on remarque qu'il y a une espèce de courbe en U inversée, et donc plus vous allez utiliser l'ordinateur, plus les résultats en fait au test PISA, puisqu'évidemment ils se réfèrent aux résultats des tests PISA, vont être moins bons, et ça dans la plupart des domaines d'apprentissage. Donc je rappelle, c'est français, maths et sciences. Alors, ils ajoutent aussi que les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré en fait aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves. Et enfin, ils disent que les nouvelles technologies ne sont pas d'un grand secours pour combler les écarts de compétences entre élèves favorisés et défavorisés. En fait, ajoute-t-il, le fait de garantir l'acquisition pour chaque élève d'un niveau de compétence de base en compréhension de l'écrit et en mathématiques semble bien plus utile pour améliorer l'égalité des chances dans notre monde numérique que l'élargissement ou la subvention de l'accès aux appareils et services de haute technologie. Et donc, ils en déduisent qu'il faut d'abord et avant tout améliorer l'équité des systèmes d'éducation. C'est l'OCDE qui le dit. Et évidemment, la PED est totalement d'accord avec ça. Et enfin, troisième acteur de la sphère économique, un acteur qu'on connaît bien dans l'enseignement maintenant, c'est McKinsey compagnie. McKinsey, je vous ai parlé de lui tantôt, voici à quoi il ressemble, c'est Étienne de Noël. Donc, pour vous le situer un peu, Étienne de Noël, maintenant, donc, il était directeur de McKinsey, donc maintenant il s'est retiré et donc il est directeur émérite de McKinsey. Et donc il s'est investi, il a créé une ASBL qui s'appelle Agir pour l'enseignement. Il est administrateur délégué. Et en fait, que fait cette ASBL, Agir pour l'enseignement? Elle aide les écoles à appliquer en fait le pacte d'excellence et d'appliquer les différents décrets du pacte d'excellence. Alors Étienne de Noël, il est aussi président et cofondateur de Teach for Belgium. Il est aussi administrateur de la Fondation pour l'enseignement dont je vous parlais tantôt. Et donc, je l'ai dit ça, il est membre aussi du conseil d'administration, par exemple, de la Fondation de Groove Peter Kamer. Et donc, ils ont fait un rapport qui s'appelle « Facteurs de réussite des élèves, perspectives pour l'Europe ». Alors, je me souviens que Nico en avait parlé, on avait fait un petit article là-dessus, parce qu'en fait, le rapport était très décevant. Et par exemple, on savait, grâce à ce rapport, que les élèves motivés apprenaient mieux. On était content que McKinsey nous le dise. On ne l'avait pas encore vu dans nos classes.
Et donc, les conclusions de ce rapport, en fait, voici un peu ce qu'il dit. Il nous dit qu'en fait, les technologies à l'usage des enseignants, c'est celles qui donnent les meilleurs résultats. Et voici donc un extrait de ce rapport. Il nous dit que dans les pays non membres de l'Union européenne, on constate que l'effet positif sur les performances scolaires est 10 fois supérieur lorsqu'on fournit un ordinateur à l'enseignant, plutôt que lorsqu'on équipe chaque élève de sa classe. Il dit partout en Europe, on relève que certains outils éducatifs numériques, comme les ordinateurs portables, les tablettes ou les liseuses, semblent en réalité dégrader la performance des élèves. Voici un peu un graphique qu'on peut trouver. Vous voyez, en orange, c'est la technologie qui est à l'usage des enseignants, alors qu'en bleu, ce sont les technologies à l'usage des élèves. Et on nous montre, évidemment en se basant sur les résultats PISA, on montre un peu les technologies qui sont celles qui améliorent le plus, comme vous voyez ici, ça améliore le plus sensiblement les résultats des élèves. Et qu'est-ce qu'on voit? Celles qui peuvent améliorer le plus, c'est justement le vidéoprojecteur et l'ordinateur connecté, ce vidéoprojecteur, qui est utilisé par les enseignants. Par contre, je vous rappelle que nous, ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, on veut équiper les élèves de portables et on voit en fait que l'ordinateur portable, technologie à l'usage des élèves, là est vraiment négatif. Alors si on va encore voir les tablettes, c'est encore pire, et les liseuses numériques encore plus négatif. Bon, McKinsey va évidemment un peu modérer son propos en jetant en fait qu'il faut bien cadrer les choses et la portée de ses conclusions, parce que les constats se fondent sur les effets actuels d'éthique et non sur leur potentiel à plus long terme. Et donc, ils en déduisent qu'il faut persévérer, s'assurer que le déploiement d'éthique soit pleinement intégré au programme, au cours, et qu'il soit favorisé par un accompagnement adapté des enseignants. Ça tombe bien puisque c'est ce que propose EducIT, un SBL qui est soutenu, comme je l'ai dit tantôt, par la Fondation pour l'enseignement, dont fait partie Étienne de Noël. Alors maintenant, passons à la dernière partie. C'est un peu ces études et méta-analyses que je vais appeler de la sphère pédagogique. Alors, j'aimerais revenir en fait, ça va être vraiment aller plus vite, mais sur quelques idées avancées, et je reprends aussi les idées qu'on a un peu, qui étaient avancées dans la première partie, des idées donc avancées par les promoteurs du numérique à l'école. Et je vais essayer de voir si ces idées-là sont fondées ou pas. Mon première idée, c'est que le numérique permet à l'élève d'être plus actif, qu'il permettrait de motiver les élèves, qu'il permet à l'élève d'être plus autonome, qu'il permet d'individualiser les apprentissages, qui permet de modifier le statut des savoirs et enfin qui permet de faire baisser les coûts de l'éducation. Alors, je vais me baser, mais pas seulement sur un rapport qui a été écrit par Benoît Galland, un rapport d'un cahier du GIRCEF. Alors, le GIRCEF, c'est le groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation, qui a été fondé en 1998 et qui était fondé au sein du CL, de l'Université catholique de Louvain. Et son objectif principal au GIRCEF, c'est de développer des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine de l'éducation. Alors, certains connaissent certainement ce rapport-là, puisque nous avons déjà fait un webinaire il y a un peu plus d'un an avec justement Benoît Galland, qui est venu nous présenter en fait ce rapport et nous présenter un peu les idées, justement les idées avancées par les promoteurs et montrer si elles étaient fondées ou pas. Alors, la question ici principale de ce cahier du GIRCEF, vous voyez, c'est est-ce que le numérique va révolutionner l'éducation? Et on pourrait ajouter une autre question, c'est quelle place donner au numérique et à l'informatique en éducation? Et donc, première idée, c'est que le numérique permet aux élèves d'être plus actifs. Alors, pourquoi? D'où vient cette idée? On nous dit en fait que les contenus Internet sont dynamiques, ils sont interactifs, puisque l'élève va être amené à cliquer sur une image, sur un lien hypertexte, il va faire défiler une fenêtre, il va lancer une vidéo. Et donc, du coup, ces contenus dynamiques et contenus interactifs vont faire que l'élève est plus actif et qu'il y aurait un traitement plus actif de l'information et dès lors, un traitement plus en profondeur de l'information. Mais là, il faut vraiment faire une distinction entre qu'est-ce qu'un apprentissage actif. En fait, un apprentissage actif n'est pas nécessairement un apprentissage qui demande un geste. Donc, l'engagement cognitif, en fait, ce qui compte, c'est l'engagement cognitif de l'élève. Et cet engagement cognitif, il n'est pas forcément moteur.
En fait, qu'est-ce qui est beaucoup mieux, c'est d'apprendre en profondeur quelque chose, de traiter l'information à un niveau plus profond. Et ça, on n'a pas besoin du numérique pour le faire. On pourrait prendre simplement un texte et demander à l'élève de comprendre en profondeur, de faire des inférences. Et là, on aurait vraiment un apprentissage en profondeur, un engagement cognitif de l'élève et pas forcément moteur. Donc, l'apprentissage actif doit concerner un engagement cognitif et pas forcément moteur. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que le numérique, il offre effectivement, comme on l'a dit, des supports riches, plus dynamiques, mais ces contenus sont aussi beaucoup plus complexes à appréhender pour de nombreux élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques d'interférence dans la compréhension des informations. Les élèves se retrouvent perdus sur une page Internet, ils vont être amenés à cliquer, donc ils vont vite papillonner, donc il y a risque de papillonnage. Et donc, ils vont se retrouver, ils vont avoir des difficultés à s'orienter dans les différents contenus, ils vont avoir des difficultés à organiser aussi le contenu qui est distribué dans différents liens. Et en fait, la recherche montre que seuls les élèves qui disposent déjà de connaissances sur le sujet traité peuvent profiter de ces contenus enrichis. Deuxième idée, c'est que le numérique va permettre de motiver les élèves. Je crois que là, tous les enseignants peuvent se dire que c'est au confinement, à la mise en place du distanciel, qu'on est très nombreux à avoir constaté que nos élèves n'étaient pas plus motivés par le numérique. Malgré toute la créativité qu'on a pu développer, c'était très difficile de les garder actifs et de continuer les apprentissages. Alors là, de nouveau, il faut faire attention est-ce que j'en suis on nous dit effectivement que les outils numériques seraient plus motivants. Pourquoi? Parce qu'ils sont interactifs, dynamiques, personnalisables et qui seraient demandés par les jeunes. Mais là, effectivement, il faut faire attention. Déjà, on parle de motivation, mais il y a une différence entre la motivation pour l'outil informatique et une motivation qui s'émousse très rapidement une fois que la nouveauté est passée. Je me souviens au début, mes étudiants étaient ravis d'avoir le tableau interactif, c'est super et tout. Et maintenant, ils disent on en a marre du tableau interactif. Bon, ça dépend effectivement de l'usage qu'en est fait de l'enseignant. Mais la plupart du temps, on voit bien que c'est un truc où ils sont dans des espaces un peu cloisonnés, un peu dans la pénombre pour pouvoir bien voir le tableau interactif. Et donc, la motivation, elle part très vite. Et donc, il faut surtout, évidemment, travailler sur la motivation pour la tâche d'apprentissage. Et certains outils sont jugés plus attractifs, mais la tâche d'apprentissage n'est pas nécessairement plus engageante. Donc, il faut travailler bien davantage sur la motivation de la tâche à réaliser. Il y a des idées corollaires à ça. C'est vrai qu'on nous dit souvent que comme l'élève ait une attitude plus positive, parce que c'est mieux de travailler sur l'ordinateur, mais qu'il va nécessairement mieux apprendre. Ben non, la recherche ne montre pas du tout ça non plus. Et une autre idée, c'est que les jeunes sont demandeurs. Mais en fait, aucune étude ne le prouve. En fait, les jeunes ne sont ni en réelle demande, ni en réelle opposition. Si ce n'est qu'il y a des contre-exemples qui sont en train d'apparaître, et je parlerai par exemple au Kansas, donc aux États-Unis, où les étudiants en fait sont sur une plateforme qui s'appelle une plateforme éducative qui s'appelle Summit Learning, qui est financée par Mark Zuckerberg et sa fondation. Et donc en fait ils sont toute la journée sur les ordinateurs à suivre comme ça des modules. Et en fait, ils n'en peuvent plus. Donc, vous voyez là, par exemple, des tags sur un d'eux, ils ont mal à la tête, ils se plaignent d'être dépressifs, qu'il n'y a plus de solidarité. Et donc, on voit que les jeunes ne sont pas en demande. Troisième idée, le numérique permet aux élèves d'être plus autonomes. Alors pourquoi? On nous dit que le numérique permet à l'élève de sélectionner lors de ses activités, les supports, les types de tâches, le rythme des apprentissages, la planification des apprentissages. C'est vrai, mais avoir le contrôle de son apprentissage n'est pas bénéfique pour la plupart des apprenants, car pour être autonome, il faut en avoir les besoins. Et donc, les élèves qui ont un niveau initial de maîtrise élevé, ils vont progresser au rythme attendu, alors que les élèves plus faibles sont à la traîne. Et évidemment, le résultat de ça, c'est qu'on va avoir un creusement des écarts entre les élèves. Pourquoi? Parce que les choix offerts à l'apprenant, qui vont rajouter en fait une charge sur le dernier, du point de vue cognitif, en fait, l'élève n'a pas toujours les connaissances, les repères
pour organiser au mieux son parcours d'apprentissage, en fait, il faut avoir de solides compétences d'autorégulation, il faut connaître son propre fonctionnement d'apprenant, et en fait, l'autonomie est plutôt un prérequis qu'une conséquence de l'utilisation du numérique. Quatrième idée est que le numérique permet d'individualiser les apprentissages. En fait, on nous dit qu'il offrirait en fait la possibilité d'adapter les exercices et les contenus au programme et aux difficultés de chaque élève. Alors là, je vous ai mis une image extraite d'un reportage d'Arte qui s'appelle École numérique, bonne ou mauvaise idée. On voit une prof d'anglais qui, en fait, travaille avec ses élèves de manière numérique. Chaque élève a une tablette. Il y en a certains, vous voyez, ils ont des casques avec un micro. Ils travaillent et elle, on la voit là, en fait, elle est sur son ordinateur et elle surveille la progression des élèves. De temps en temps, elle interpelle un élève en disant attention, là, ça ne va pas et tout ça. Alors, mais évidemment, moi, déjà, quand je vois ça, ça m'effraie. On peut dire effectivement la possibilité d'adapter les exercices et les contenus, c'est vrai, dans la pratique, mais en fait, de tels outils, ils n'existent que pour des questions fermées, avec un nombre de réponses limité et avec des réponses identifiées à l'avance, en fait, pour des compétences de base. Et donc, cette différenciation, elle ne va pas permettre de travailler des compétences beaucoup plus complexes. En plus, évidemment, quand on voit ça, c'est ça qu'il voulait dire que ça m'effraie un peu. Chaque élève est sur sa tablette. Il y a plus, on est dans une individualisation de l'apprentissage en outrance, alors que nous, à la PED, évidemment, on prône tout le contraire, un apprentissage collectif et de socialisation. Cinquième idée, c'est que le numérique modifie le statut des savoirs. Alors, on nous dit évidemment que les savoirs sont à tout moment accessibles en ligne et qu'en fait, enseigner des savoirs et faire l'effort de les mémoriser serait obsolète. Alors là, on va retrouver ma copine Edith Cresson qui disait exactement la même chose en 1997. Elle nous disait dans un rapport que le savoir est devenu dans nos sociétés et nos économies en évolution rapide un produit périssable et ce que nous apprenons aujourd'hui sera dépassé, voire superflu demain. Et là, on voit, mais Nico en reparlera, de l'approche par compétence qui arrive en force. En fait, ce ne sont pas les savoirs qui sont disponibles en ligne, mais ce sont des informations. Il faut donc que les élèves aient la capacité d'identifier les informations pertinentes. Il faut qu'ils puissent les comprendre. Il faut qu'ils puissent rester critiques à leur égard. Et tout cela va dépendre de la qualité et de l'organisation des connaissances antérieures que l'élève a en mémoire à long terme. Et donc, il va avoir une importance toujours de l'enseignant qui va guider l'élève, qui va structurer l'acquisition des connaissances, qui va entretenir sa motivation, qui va entretenir sa persévérance. Et enfin, dernière idée, c'est que le numérique permet de faire baisser les coûts de l'éducation. En fait, on nous dit que le numérique permettrait de diffuser des contenus avec un coût marginal tendant vers zéro. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que le numérique permet effectivement de mettre un enseignant face à un plus grand nombre d'élèves, faisant croire que l'on peut remplacer l'enseignant par des machines, même si avec la pandémie, là, je crois qu'on revient un peu sur cette idée-là. Alors là, je vous ai montré un autre extrait, une image extraite d'un reportage d'investigation. C'était sur justement ce danger du numérique et on se demandait si ça allait être la fin des profs. Vous voyez ici une classe aux États-Unis où les étudiants sont en fait soit sur des ballons, soit sur des sièges adaptés, tous face à un ordinateur. Et quand ils ont besoin du prof, ils peuvent l'appeler, une petite fenêtre apparaît. Vous voyez l'élève là au premier plan, il a son casque avec son micro et il demande à son prof, dites, voilà, je dois faire un rapport sur ça, est-ce que je peux intégrer une photo d'un tel? Et on voit apparaître la tête du prof qui dit, ben oui, mon grand, c'est une bonne idée. Alors évidemment, on voit tout de suite cette idée, c'est que mettre comme ça un étudiant pour un plus grand nombre d'élèves va permettre de faire des économies dans la masse salariale, quand on sait qu'évidemment la plus grosse part des dépenses d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles concerne justement cette masse salariale. Pour se souvenir de ce qu'on m'a donné comme info, plus de 80% du budget d'enseignement. Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable? On irait évidemment vers une dévalorisation de la profession qui connaît déjà une pénurie grave. On irait vers aussi un désinvestissement des pouvoirs publics de l'éducation. Et évidemment, ça ouvrirait des opportunités supplémentaires pour les marchands de l'éducation. Or, cette idée de réduction des coûts, elle fait l'impasse sur une série de coûts financiers et environnementaux. Alors, d'abord des coûts financiers.
le numérique, il faut quand même produire des connaissances valides. Et ça, évidemment, il faut rémunérer les gens qui produisent ces connaissances. La même chose, concevoir des supports pédagogiques pertinents, même si ce sont des supports libres, il faut rémunérer toutes ces personnes. Et évidemment, il y a aussi tout l'aspect des infrastructures qui coûtent beaucoup d'argent, même si on demande à chaque élève et chaque enseignant de s'équiper, mais il y a quand même l'équipement d'un réseau, de serveurs, la sécurité assurée de ce réseau, la mise à jour des dépannages, les tableaux interactifs à acheter ou les télévisions interactives aussi. Deuxième aspect, les coûts environnementaux. Il ne faut pas négliger cette demande énergétique de tous ces appareils numériques. Les centres de données qui sont des sources constantes d'émissions de gaz à effet de serre, les extractions, la pollution et l'extraction des métaux rares, la pollution de déchets toxiques qui sont difficilement recyclables, l'extraction des métaux et des terres rares qui engendrent aussi des conditions sociales catastrophiques des travailleurs. Et donc, on peut se demander s'il est vraiment judicieux de répandre davantage ce genre de technologie. Et enfin, dernier aspect de ces coûts, on peut parler évidemment des coûts sanitaires. L'exposition massive aux écrans a des effets négatifs sur la santé, que ce soit des troubles du sommeil, des difficultés attentionnelles, des problèmes oculaires, des douleurs musculo-squelettiques, de l'addiction, du surpoids à cause de la sédentarité. Et on peut se demander si on souhaite vraiment que nos ados passent encore plus de temps sur les ordinateurs. En fait, en conclusion, le numérique ne va pas révolutionner les apprentissages parce qu'il ne va pas rendre les élèves plus actifs, il ne va pas les motiver davantage, il ne va pas permettre aux élèves d'être plus autonomes, il ne permet pas d'individualiser l'enseignement des compétences complexes, il ne permet pas de faire baisser les coûts de l'éducation, il ne permet pas d'améliorer les résultats des élèves et ne permet pas de combler les écarts de compétences entre élèves favorisés et élèves défavorisés. Alors, on peut se poser la question, pourquoi généraliser l'usage du numérique, équiper chaque élève d'un ordinateur? Serait-ce avant tout pour servir les intérêts des fabricants de matériel informatique et de logiciels, de la Commission européenne qui vise surtout la compétitivité de l'Europe, ou d'un certain type de patronat qui, évidemment, veut axer sur la formation d'un capital humain tout au long de la vie, avec des compétences de base et des compétences, des soft skills, comme on appelle, donc des compétences comportementales. Il est évident que l'école doit former au numérique et ne pas faire de nos élèves des analphabètes du numérique, mais celui-ci, à mon sens, doit rester un outil parmi d'autres afin d'apporter à tout élève une éducation ambitieuse et équitable qui va lui permettre de comprendre le monde dans lequel il vit, d'y prendre sa place et éventuellement de le changer. Et donc, en guise de conclusion générale, ce qui me paraît primordial et ce qui paraît primordial à l'APED, c'est la méthode pédagogique adoptée pour transmettre des savoirs, des compétences de haut niveau. Les méthodes traditionnelles d'enseignement, on a entendu lors d'exposés, donc des méthodes d'enseignement traditionnelles surpassent l'apprentissage numérique en ligne. Ce qui est important aussi, c'est l'usage raisonné de la technologie. L'ordinateur utilisé par les enseignants, souvenez-vous, même McKinsey le disait, donne les résultats les plus probants. Et enfin, autre chose qui est vraiment essentielle pour l'APED, c'est que l'amélioration de l'équité des systèmes d'éducation est vraiment ce qui doit être d'abord visé, l'acquisition par chaque enfant d'un niveau de compétences de base en compréhension de l'écrit, en mathématiques, est plus utile pour améliorer l'égalité des chances, disait-on. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que moi, et que l'APED, en tous les cas que je continuerai à me battre au sein de l'APED, et c'est pour ça aussi que je m'interroge fortement sur l'opportunité et sur la nécessité d'équiper chaque enfant d'un ordinateur. Voilà, merci. Eh bien, merci Cécile, merci beaucoup pour cet exposé vraiment extrêmement complet, extrêmement intéressant. Moi, je dois t'avouer, j'ai appris plein de choses en t'écoutant. Je vais tout de suite passer la parole à ceux qui ont des remarques, des questions à faire, parce que évidemment, l'autre côté de la médaille de ton exposé très complet, c'est qu'il ne reste que 35 minutes pour J'avais pas débattre. le temps en vue. Donc... Alors, voilà, je vous invite à demander la parole. Le plus simple, si vous avez peut-être d'envoyer un petit message ou alors vous prenez la parole. Mais il y a déjà Jean-Pierre qui avait une première question qui nous est arrivée par chat. Jean-Pierre, je te passe la parole tout de suite. Tu
Tu interviens avec la question que tu avais, Jean-Pierre? Oui, oui, voilà. Mais on ne te voit plus, Jean-Pierre. Ah oui, pardon, attends, il faut en plus que je remette la caméra. Tu n'es pas Voilà. obligé de la remettre, hein, mais Non, non, je mais sais bon, que ça tu n'es va, pas... je ne suis pas tout nu, il n'y a pas de problème, donc je peux rallumer ma caméra. Non, mais je voulais, enfin, c'était une question un peu généraliste, mais donc Cécile a très bien dit que il n'était pas question de dire qu'il ne fallait pas éduquer au numérique et que c'était pas important. Et donc ma question, c'était comment combiner cette nécessité d'indiquer au numérique, d'éduquer pardon au numérique, et avec la volonté de ne pas soumettre l'école au marché, parce que c'est finalement ça qui est pour nous fondamentalement un problème. Donc je voulais un peu savoir comment Cécile répondait à cette question. Je crois que j'ai la solution, on l'a toute faite. Je te dirais, ben, j'arrive, moi, par exemple, dans le cadre de mon cours de français, à intégrer cette éducation numérique. Ça fait partie de mon programme. Je peux le faire. En fait, on n'a pas besoin non plus nécessairement de l'ordinateur et que chaque enfant soit devant l'ordinateur pour l'éduquer au numérique. On peut leur montrer des choses, même déjà avec bêtement un projecteur dans une classe, mais ça n'empêche pas qu'à un certain moment, oui, mes élèves, c'est demandé dans le programme, vont rechercher l'information et donc je vais les mettre devant des ordinateurs, mais dans une cyberclasse, par exemple. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'acheter un ordinateur et que chaque enfant soit face à un ordinateur. On peut, si on mise aussi sur l'équipement, mais pour collectif alors là, et donc ça suffit. Donc moi, ce que j'interroge vraiment, c'est cet équipement. Un élève, un ordinateur. Moi, je ne peux imaginer, enfin, je suis un peu maintenant assistante pédagogique à l'UNIF, je suis effrayée de voir des auditoires remplis où les profs, en fait, les enseignants sont face à des ordinateurs. On ne voit même plus des élèves. J'imagine ma classe comme ça, c'est impossible. Il faut que je puisse euh, communiquer avec ces élèves-là. Et une autre chose qui me tracasse énormément, c'est qu'une fois que les ordinateurs sont arrivés, on va avoir une obligation de la part du prof de l'utiliser. Donc, de nouveau, on va devoir essayer de tordre des choses pour utiliser cet ordinateur parce que j'imagine très bien, moi, les parents qui vont dire, mais attendez, moi, j'ai payé autant pour un ordinateur, vous ne l'utilisez pas en classe, vous demandez encore des frais de photocopie ou de manuel, hors de question. Et donc, en plus, sur ces Chromebooks, par exemple, il va y avoir des logiciels qui sont installés. Et donc, comment on va les choisir, ces logiciels? Et si moi, je ne suis pas d'accord? Lors de mon atelier, il y avait une enseignante qui disait, moi, je ne suis pas d'accord d'acheter ça. Je ne suis pas d'accord de jouer ce jeu-là. Et elle a eu une pression énorme de la part de sa direction. Et c'est tout ça que j'interroge. Donc, l'éducation numérique n'a pas forcément besoin de l'ordinateur. Un ordinateur seul peut y arriver et mettre ses élèves aussi devant des ordinateurs de manière ponctuelle dans une cyberclasse. Pourquoi pas? Évidemment. Et je le fais. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mais, oui, ok, mais donc ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ce que tu critiques surtout, c'est l'équipement généralisé et obligatoire de tous les élèves. Donc ça, je suis d'accord avec toi, c'est un aspect qui est assez critiquable, surtout quand on te fait payer en plus les parents, donc ce n'est même pas un équipement gratuit. Mais donc, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi le fait que qui a le contrôle sur le contenu et sur qu'est-ce qu'on équipe et de quoi est-ce Voilà. qu'on équipe, etc. Or, pour l'instant, on voit très bien que les pouvoirs publics se déchargent de plus en plus vers le privé de ce genre de choses, vers la fameuse ASBL Educati dont tu as parlé, etc. Et donc, c'est ça qui est hautement critiquable, c'est que le pouvoir public ne garde pas le contrôle. En fait. Exactement, oui. Et de manière pédagogique, à long terme, qu'est-ce que je vais devoir enseigner à mes étudiants? On va vers une uniformisation des choses. Moi, je ne veux pas. Voilà. D'accord. Oui, n'hésitez pas à prendre la parole ou à la demander. Je veux bien la prendre. C'est Audrey ici. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, alors je n'ai pas de caméra, donc je ne sais pas me présenter C'est pas visuellement. grave. Donc je travaille dans le même PO que Cécile. Chez nous, les petits de première ont reçu cette année tous une tablette, effectivement une Chromebook. C'est ça comme ça qu'on dit, je pense. C'est pas un ordinateur, alors oui. Non, c'est une tablette. Une tablette. C'est une tablette particulière. Bah, c'est un mini PC, c'est entre la tablette et le PC, quoi. Oui.
Et voilà, on est censé l'utiliser régulièrement avec les petites premières qui vont conserver cette tablette jusqu'à la fin de leur scolarité chez nous. Elle leur appartient apparemment jusqu'à la 6e. Mais tous les profs sont assez réticents, nous ne l'utilisons pas. Donc, il y a quelques activités en sciences, quelques activités en géographie, mais voilà, même les professeurs, de toute façon, sont réticents à l'utilisation de ce matériel. Donc, je ne vois pas comment... ici, elle a été offerte. Hein, donc, les élèves et les parents n'ont pas dû mettre un cent ou une petite caution, me dit mon mari à côté de moi. Mais à part ça, voilà. Je crois qu'ils ont... C'est une caution de 50 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Mais même en l'offrant, quasi, on ne l'utilise pas, quoi. Préciser quand même que tu es prof d'enseignement secondaire, hein, qu'on parle du secondaire. Ah oui, pardon. Oui. Oui. Et il y a quoi sur cette tablette comme logiciel? Je n'en sais strictement rien parce que je suis montée dans le supérieur et donc je n'utilise pas ça. Donc, voilà. Ouais, voilà, on voit déjà que voilà, de nouveau, on va à l'envers des choses. On impose quelque chose, un outil pédagogique, et on force les profs à s'adapter à ça. Alors, comme je le disais dans l'exposé, il est quand même montré aussi que, du coup, en utilisant ce genre de matériel, on se détourne vers des méthodes plus traditionnelles qui, souvent, sont plus efficaces. Et donc, c'est ça aussi un peu l'interrogation par rapport à ça. C'est pourquoi absolument recourir à du numérique et pour chaque élève, alors qu'on pourrait le faire de manière ponctuelle. Et voilà. Oui, c'est un coût absolument pharaonique pour ce qu'on va en faire, quoi. Ouais. Voilà. C'est offert par notre PO. C'est ça. Ouais, voilà. Alors qu'on n'a pas le Wi-Fi, par exemple. Donc ça, c'est aussi débile. On n'a pas le Wi-Fi dans l'école, mais on a des tablettes et qu'est-ce qu'on va en faire? On ne peut même pas les exploiter correctement. C'est ça. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que l'interaction entre cette critique pédagogique et la première partie de ton exposé sur les implications et les objectifs en termes de marchandisation, c'est extrêmement important parce que poser la question pourquoi continuer sur cette voie? Pourquoi dépenser tant d'argent sur cette voie alors que les études montrent que le bénéfice pédagogique est extrêmement contestable? Mais la réponse est dans ta première partie. C'est que les objectifs de marchandisation de l'éducation, mais aussi de soutien au développement du marché du numérique, de préparation de la future main-d'œuvre à être adaptable et flexible dans l'usage de ces technologies, tout ça l'emporte largement sur les considérations de coût ou d'efficacité pédagogique. Oui, exactement. Donc, visiblement, la fois est passée. Chez moi, oui. C'est-à-dire que tu as un petit peu travaillé sur le sujet aussi. Non, mais je voulais insister là-dessus parce que les deux parties de ton exposé, on pourrait avoir l'impression que c'est deux aspects distincts l'un de l'autre, mais c'est la première partie qui en fait répond à cette question, pourquoi malgré l'inefficacité continue-t-on? Je pense que la réponse, elle est là, elle est dans cette première partie. Ça ne veut pas dire qu'il y a une espèce de complot dans les caves des ministères de l'Éducation, entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie, ce n'est pas ça. Mais simplement, le monde économique crée une espèce de discours dominant expliquant que l'accès au savoir, aux connaissances numériques, à ce qu'on appelle l'alphabétisation numérique, est quelque chose d'essentiel pour l'entrée sur le marché du travail, essentiel pour la compétitivité de nos entreprises, etc. Et ce discours imprègne tellement la conscience collective qu'il domine les décisions que l'on prend, même dans le domaine de la pédagogie. Et je voulais aussi mettre, c'est pour ça que je parlais aussi de cette leçon d'une crise et que je parlais de stratégie du choc.
c'est qu'évidemment, la pandémie, elle a été un accélérateur fabuleux et un événement qui a permis de légitimer beaucoup de choses. Et donc, effectivement, ça fait partie de ce truc où qui va aller contester qu'un enfant doit avoir un ordinateur maintenant. Et donc, voilà, et je trouvais que cet aspect-là de la pandémie, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu vraiment la différence de rhétorique entre, comme je montrais, avec tous les plans d'action européens. On voit bien, jusque 2018, les constats sont ça ne va pas assez vite. Il faut vraiment que les technologies rentrent dans les écoles. Et comme par hasard, la pandémie arrive et paf, là, on gagne 5-10 ans. Hein. Ils le disent tous. Hein. Oui. Cécile, deux petites choses. D'abord, quand tu dis comme par hasard, la pandémie arrive. Et donc, je suppose que tu ne sous-entends pas que la pandémie a été créée non, pour... évidemment. Donc, c'est effectivement, comme par hasard. Ça, c'est juste, c'est par hasard. Mais donc, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je voulais nuancer, parce que c'est vrai, il y a un aspect, je dirais... opportunité extraordinaire, coup de bol pour ceux qui voulaient développer le numérique parce qu'ils ont eu plein d'arguments qui n'étaient pas attaquables, comme tu l'as dit dans ton exposé. Mais il y a un élément, par contre, qui n'est pas favorable pour eux, c'est que à cette occasion, tout le monde s'est rendu compte que l'enseignement numérique n'était pas la panacée. Et il n'y a plus personne maintenant qui dit réellement, on pourrait en fait finalement réduire l'enseignement à ça et se passer avec des profs, ou même pas se passer des profs, mais faire que de l'enseignement à distance. Tout le monde est convaincu que c'est plus possible maintenant, y compris les élèves d'ailleurs qui ont vécu souvent un enfer. Donc, c'est pas qu'un coup de bol pour eux, c'est aussi d'une certaine façon, il y a un aspect coup de malchance quand même aussi. Voilà, je voulais juste nuancer ça. Oui, mais il joue aussi sur le fait que ça pourrait se reproduire. Et donc, il faut être prêt maintenant. Et donc, c'est aussi en fait un élément, un argument qui est dire on va équiper les enfants. Comme ça, si ça se reproduit, on n'aura plus ce problème-là de fracture numérique, en fait. Mais on l'a vu aussi, ce problème de fracture numérique. C'est pas juste... on parle même de fracture numérique un peu inversée maintenant. On voit en fait que c'est dans les milieux plus défavorisés qui ont beaucoup de technologies. Mais ce qu'on a aussi voulu montrer, je crois, pendant la pandémie, on a répondu à des cartes blanches et autres, c'est montrer qu'il ne suffisait pas d'avoir l'ordinateur à domicile. Il fallait aussi avoir peut-être la chance d'être accompagné, d'avoir un lieu pour pouvoir travailler. Enfin, c'est en fait ce qu'on a voulu aussi démontrer, nous, la PED, à ce moment-là. Oui. Il y a Didier qui demande la parole, je pense. Oui, merci pour cette soirée. C'est intéressant. Donc, je fais partie du CREDASC, qui est le Centre régional d'appui à l'accompagnement scolaire et l'éducation à la citoyenneté dans le cadre du programme de cohésion sociale de la COCOF. Et donc, on a cette question qui est à l'interne également, puisque les écoles de devoirs qui portent bien mal leur nom, mais accompagnent quand même éducativement les enfants, on récupère les enfants après l'école et se pose la question justement de comment les récupérer dans un cadre numérique. Ça, c'est le premier point. J'aurais envie de titiller un peu, puisque vous l'avez appelé comme ça dès le début, notre député, qui quelque part vient de dire que la pandémie a quelque part sauvé également l'enseignement, puisqu'il montre qu'un enseignement purement numérique n'est pas très favorable pour toute une série de situations. Mais toutefois, j'ai envie de dire que malheureusement, il y a une autre porte d'entrée qui est en train de bien se développer, qui sont les plateformes numériques, entre autres les futurs journaux de classe en numérique, et qui vont poser énormément de questions. En tout cas, ça en pose beaucoup chez nous, sur la vie privée, sur le droit de l'enfant par rapport à la famille, et également sur la continuité qu'on va pouvoir faire en école de devoirs, et donc jusqu'à quel point on va pouvoir accéder à toutes ces informations qui sont là annoncées pour fluidifier, pour faciliter, et en fait qui excluent d'emblée toute une série d'autres éléments qui vont même parfois s'imposer, donc bêtement le RGPD, qui vont s'imposer également à l'école, et de nouveau, un peu comme ce que je vais dire nos collègues d'une certaine manière le disaient précédemment, c'est bien d'avoir des tablettes gratuites à tous les enfants, mais si on n'a pas le Wi-Fi, c'est un peu comme brider
une Ferrari et la faire rouler à 40 km/h. Voilà. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi acheter une Ferrari pour rouler à 40 km/h, si ce n'est qu'elle est peut-être bien jolie à montrer et peut-être c'est plus facile à la voir effectivement quand elle roule à 40 km/h. Voilà. Mais donc, ça pose quand même beaucoup de questions, de nouveau, sur un point que Cécile évoquait, c'est ce rapport coût-bénéfice et dans tous les sens du terme. Donc, pas simplement de dire je mets 1 euro et ça rapporte combien d'euros en termes d'humain derrière. Jean-Pierre, tu veux Ah répondre? mais si je peux Ah bah oui, répondre, vas-y. oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je ne suis absolument pas favorable à tout ce qui est journaux de classe électronique, etc. Et donc, je n'ai pas voulu dire du tout que la pandémie avait quelque part sauvé l'enseignement en démontrant que. Je veux juste dire que il y a eu quand même un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'avant, il y avait une certaine naïveté chez certaines personnes qui rentraient à fond dans le jeu. Bah oui, finalement, ce serait bien hein, le tout au numérique dans l'enseignement. Et la seule chose que je dis, c'est que d'un point de vue strictement pédagogique, maintenant, il n'y a plus personne qui peut défendre ça. Même ceux qui y croyaient n'y croient plus. Je n'ai dit que ça, rien de plus. Mais ça ne veut pas dire que je suis naïf et que je pense que le danger ne serait plus présent, que je pense qu'au contraire, il y a une forte pression vers le tout au numérique, pas seulement dans l'enseignement, mais aussi dans l'enseignement, mais peut-être moins pour les aspects pédagogiques strictement, mais il y a plein d'autres aspects, et je suis d'accord qu'on peut les critiquer, ça, je n'ai pas de souci avec ça. J'évoquais aussi tantôt la France, mais bon, je crois qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi là, qui sont présentes pour parler de ça. Mais justement, ce genre de journal, de classe là, intégré, tout numérique et vraiment toutes les performances des élèves, ça existe en France. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais ça existe bien en France. Et il y a eu un petit scandale aussi parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, l'éducation nationale sous-traitait la gestion de ces données-là et le stockage de ces données-là à en fait une plateforme, enfin à Amazon en fait. Donc ça fait un peu aussi, ça pose aussi d'autres questions encore sur la gestion des données, effectivement le respect de ces données et savoir aussi jusqu'où va suivre le journal de classe avec les compétences, le parcours scolaire d'un étudiant, jusqu'où ça va le suivre. On parlait de même qu'un futur employeur pourrait consulter cette espèce de journal de bord électronique et ça pose évidemment de nombreuses questions. Un droit à l'oubli. J'aurais peut-être pas trouvé de travail, j'ai raté à l'école, un enseignant aurait pu voir, ah, elle a doublé. Tiens, bon, voilà. Donc ça pose évidemment des soucis aussi très, très, très clairs là-dessus. Oui. Je peux prendre la parole? Oui, je ne sais pas qui parle, mais prends-la. Oui, c'est Rita. Oui. J'ai eu droit l'année passée, pendant le confinement, à une formation de 2 jours du CECP en informatique. Ça a tout à fait foiré, ce qui m'a fait plaisir. Rita, je t'interromps. C'est exprès que, voilà, comme ça on voit au moins tes yeux. Ah, voilà. Voilà. Et qu'allais-je dire? Moi, ce qui m'interpelle très fort au niveau du prix, mais il y a déjà le coût de l'équipement en ordinateur, mais ensuite, en fait, la formation du CECP proposée, c'était juste venir nous montrer des produits qui existaient, donc des applications qui existent. Mais en fait, quand on creuse un peu, dès que vous voulez quelque chose d'un peu plus performant, c'est payant. Donc, ils vous mettent des produits d'accroche gratuitement. Et après, une fois que vous êtes pris au jeu et que vous voulez aller un petit peu plus loin, ah oui, mais ça, c'est payant. Alors, qui va prendre le frais de ces applications? L'école, l'enseignant, les parents. Donc, ça, c'est interpellant. Et alors, je rejoignais l'avis du monsieur précédent. Chez nous, à l'école, tous mes collègues, maintenant que je suis pensionnée, ils l'ont fait parce que moi, j'étais contre, se sont mis sur classe dojo. Et en fait, les classes dojo, la classe est perpétuellement en plateforme et les parents ont accès à cette plateforme toute la journée. Donc, quand l'enfant se conduit mal en classe, attention parce que je te mets un mauvais point sur classe dojo. Mais alors, quelle est encore la légitimité du prof dans sa classe? Si on doit menacer l'enfant de mettre des réflexions ou des mauvais points sur
sur cette plateforme pour que les parents puissent y avoir accès. Et alors se pose aussi le problème de la protection de l'enfant, puisque tout le monde a accès à cette plateforme. Voilà, pour moi, c'est un petit peu les réflexions que je me faisais sur le numérique qui est déjà pratiqué là maintenant dans nos classes. Merci Rita. De rien. Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole? Il y a notre invité du Calvados qui a été plus ou moins indirectement sollicité par Cécile. Je ne sais pas si, Claire, tu souhaites nous apporter un petit éclairage sur ce qui se passe en France? Bonsoir. Je ne vais pas forcément préparer quelque chose, mais on retrouve les mêmes problématiques par rapport au Covid notamment et l'achat de matériel un petit peu tout azimut sans réflexion pédagogique ou au contraire avec une volonté plus cynique derrière. Voilà, je n'ai pas d'éléments précis. Il y a Romain aussi qui est là, peut-être qu'il y aurait d'autres... Parce qu'il y a eu en France une espèce de cartable numérique qui a été mis en place avec un suivi des élèves dans des dossiers en ligne qui posaient des problèmes aussi de flicage en quelque sorte. Alors peut-être que nous, on a ça depuis Alors je ne sais pas exactement comment c'est en Belgique, mais... on va dire non, je parle de la France, oui. Oui, nous, on est un peu habitués à fliquer les élèves depuis pas mal d'années maintenant, puisqu'on a Base Élève aussi, qui est un système d'enregistrement administratif de tous les élèves. Et ça, on ne peut plus y couper. Inscrire un élève ou une élève dans une école nécessite de passer par cette application à laquelle la mairie doit pouvoir avoir accès également. Donc, il y a un certain nombre d'éléments personnels. Et puis, on a le livret scolaire unique, donc le livret qu'on remettait à la famille est maintenant numérisé, gardé sur des serveurs. Alors, c'est des serveurs d'Amazon, je crois bien. Voilà. Et en plus, ce qui est vanté, c'est-à-dire un suivi plus facile entre les enseignants et enseignantes qui auraient... avant, on avait des pochettes avec les livrets dedans. C'était assez simple. Donc, maintenant, on n'a même pas forcément de toute façon accès. Mais les livrets sont quelque part sur un réseau. Donc, je ne sais pas après tout ce que ces données, où est-ce qu'elles vont. Et on a les évaluations nationales. Alors là, c'est l'évaluationnite très aiguë. Dès le CP, 2 fois par an, pareil, avec des résultats qui doivent être remontés et c'est numérisé. Donc, on a un gros souci quand même sur la protection de données. Il faut savoir qu'il n'y a même pas 10 ans, on a un camarade qui est allé sur un groupe de travail ministériel sur la protection de données et qui a répondu à notre camarade que les données étaient protégées puisque les portes du serveur étaient fermées à clé. Donc, en plus, on a des gens pas forcément... Bon, j'imagine que là, il est tombé sur une pépite, quoi. Mais c'est pas du tout une préoccupation, la protection des données de nos dirigeants, et c'est un gros souci. Et puis, on a des contrats avec Microsoft, ça fait plusieurs années déjà maintenant. Et là, on a un gros pressing, une grosse pression de conseillers pédas, etc. Parce que c'est pareil, on a les projets numériques, on peut acheter... Enfin, les projets numériques, c'est jamais de l'enseignement numérique, c'est de l'achat de matériel de parc informatique, dont on ne sait pas si la maintenance sera assurée. En général, il s'agit de tablettes ou d'iPad, donc avec des applications payantes, Google et compagnie, où on n'a plus du tout accès à l'arborescence ou à tout ce qui pourrait aider à comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, et qui incite beaucoup à utiliser des applications qu'on dit intuitives, et en fait où on met les élèves en situation de pas du tout être autonome avec un outil, parce que c'est juste un jouet, quoi. Ouais. Voilà, après, il y aurait sans doute des choses peut-être à rajouter. Mais... Merci Claire, merci. Rien, merci beaucoup à vous.
je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il le dise ou qu'il le fasse. Sinon, moi, j'avais une question comme enseignant retraité depuis plus de 10 ans maintenant. Je n'ai plus vécu les évolutions récentes, mais je me demandais dans quelle mesure les logiciels libres étaient utilisés actuellement dans les écoles. Est-ce que quelqu'un a une expérience à ce sujet-là? Ou est-ce que par exemple, quand on fait du traitement de texte, quand on utilise un tableur, est-ce que ce sont systématiquement les Excel, Numbers et autres qu'on utilise, ou bien est-ce que les logiciels libres, Framasoft et autres ont également leur place à l'école? Je peux déjà dire, moi par exemple, je suis dans 2 écoles, donc à la province, on a une plateforme qui s'appelle École virtuelle et c'est Microsoft. Hein, on fonctionne avec Teams et autres, alors on va vanter ça en disant que comme ça, tous les élèves ont accès aussi à Office. Et à l'UNIF de Liège, c'est idem. Ils sont passés aussi à Microsoft avec aussi la possibilité pour tous les étudiants de se loguer et de télécharger Word et autres. Je vois qu'Hélène faisait non et sur les logiciels libres aussi. Mais... Vas-y, Hélène. Je voulais compléter dans le même sens. En fait, on m'entend? Parce que j'ai un truc. Oui. Oui, ok. Non, dans le même sens. Moi, là aussi, dans les 2 écoles où je travaille, un autre réseau, 2 écoles différentes, on est aussi sur du privé, du Microsoft, du machin comme ça. Mais je pensais aussi, c'est un témoignage indirect. On avait eu ailleurs un témoignage des gens de la nouvelle école à Saint-Gilles, le LIRL, qui est du communal à Saint-Gilles. Et cette école-là qui se veut assez progressiste dans plein de domaines, le directeur expliquait qu'ils avaient voulu fonctionner avec du libre et qu'ils se sont obstinés pendant quelques mois. Je crois que c'était à peu près au début de la crise Covid. Et en fait, ils ont fini par faire marche arrière. Parce que pour un tas de raisons, c'était finalement pratiquement parlant, je ne sais pas les détails puisque c'est indirect, je répète ce que j'ai entendu, mais j'ai ce souvenir qui racontaient qu'ils ont dû faire marche arrière malgré leur volonté à la base de ne pas rentrer là-dedans. Parce que je crois aussi que quand tu dis qu'ils ont dû faire marche arrière, c'est parce qu'ils ont eu des pressions ou parce que parce les qu'ils ont logiciels renoncé. libres étaient inopérants? Oui, parce qu'ils ont renoncé. Je n'oserais pas m'avancer à leur place parce que je parle vraiment de mémoire, mais en tout cas, c'était renoncer. Donc, ce n'est pas parce qu'on les a empêchés, c'est eux qui ont changé d'avis. Et alors là, en étant encore moins sûre, vraiment, parce que je parle de mémoire, je crois que c'était pratico-pratique, quoi, que ils n'arrivaient pas à avoir les mêmes fonctionnalités, voilà, ils ont vraiment renoncé au sens, zut, alors on n'aime pas ça, mais ça va quand même être plus pratique et... Enfin voilà, ça reste indirect, hein, mais ça m'avait frappé comme exemple. Okay. Je n'ai pas non plus connaissance d'écoles où on travaille sur du libre, sur du logiciel libre. Bien. Quelqu'un veut-il encore intervenir ou poser une question ou nous faire une réflexion ou ajouter quelque chose à l'exposé de Cécile? Si ce n'est pas le cas, alors... Oui, Cécile, pardon. Non, je disais, tu vois que je n'ai pas parlé trop longtemps, du coup.